Les femmes sont à l'ouvrage. Dans quelques jours, Marguerite et Paul se marient. Il y a encore tant à faire. Après le mariage, à la mairie, puis à l'église, les invités convergeront tous vers la grange aménagée de beaux draps au mur et le tout décoré de fleurs. Ah, c'était beau de voir la grange comme cela. Ça changeait de l'habitude, du foin et de la paille. Les mains rincent les draps, puis les tapent avant de les faire sécher dans les prés avoisinants. Les machines à laver ne sont pas encore arrivées dans les campagnes, malgré les actualités qui parlent des plus belles inventions pour faciliter la vie des femmes au Salon des Arts Ménagers de Paris. Ici, la lessiveuse est encore de rigueur. On y fait bouillir le linge après l'avoir savonné et décrassé. Puis vient l'étape du rinçage. Petit à petit, cette dernière se fait davantage à la maison qu'au lavoir. Nous avons perdu alors le côté convivial du lavoir. C'était un moment de solidarité entre les femmes et aussi l'occasion d'échanger les nouvelles. C'était notre petit journal du coin. Maintenant, on a du mal à croire que l'on a vécu tout cela. La lessive restait quand même une corvée. Nous y consacrions un jour, généralement le lundi. Faut croire que nous, les femmes, avions été formatées pour cela. Moi, j'ai eu ma première machine à laver au début des années 60, comme la plupart de mes voisines. Nous avions économisé sou après sou pour nous offrir, à cette époque, sans faire de prêt, parce qu'à cette époque, on ne faisait pas tellement de prêts pour l'électroménager, et cela a changé ma vie quotidienne. C'est seulement pour la construction de la maison que nous faisions des prêts. Nous mettions dans une enveloppe les mensualités que nous portions nous-mêmes à la caisse rurale, qui est devenue ensuite le Crédit Mutuel. Nous n'avions pas encore de compte en banque ou de chéquier. Nos maris étaient payés en espèces. Nous mettions ensuite l'argent dans des enveloppes dédiées aux différentes dépenses du foyer familial. Le jour du mariage est arrivé. Oh, il y en a du monde. Dans les années 50, les occasions de se divertir étaient plutôt rares, plus rares que maintenant. Alors, les mariages étaient des moments très festifs qui rassemblaient de nombreux convives. Tout d'abord la famille, les amis proches, puis pour le bal, les voisins. Les gens du village étaient invités. Moi, je me souviens que l'on chantait beaucoup à ces moments-là. Sur le marché, nous pouvions acheter des paroles de chansons. Nous les entendions à la radio et les apprenions par cœur. On dansait beaucoup aussi, valse, tango, paso doble, les hommes comme les femmes. En dehors des mariages, nous fréquentions le bal du dimanche après-midi. Cela rassemblait beaucoup de jeunes. Une occasion de trouver son futur époux parfois. Le mariage durait 2 jours. Le premier jour, on allait à la mairie, à l'église, puis il y avait le repas. On dansait un peu des danses de l'époque. Et ensuite le souper. Pour terminer avec le bal, le lendemain, la proche famille, les amis faisaient le retour de noces. On y mangeait les restes de la veille. Ah, tu as oublié la soupe à l'oignon. 2 ou 3 heures après que les mariés aient rejoint leur chambre, les jeunes leur apportaient cette mixture pour clôturer la journée du mariage. Moi, j'habitais au-dessus de chez mes beaux-parents. Il y avait un tel raffut qu'ils n'ont pas pu fermer l'œil de la nuit. Le mariage est aussi l'opportunité d'étraîner ses plus belles toilettes. Mais nous n'avions pas les belles tenues de M. Dior. C'est vrai qu'à l'époque, les femmes des magazines étaient magnifiques. Nous, à la campagne, nous faisions nous-mêmes nos vêtements et quand nous ne savions pas coudre ou n'avions pas le temps, la couturière nous faisait cela sur mesure. Je me souviens des patrons que nous pouvions acheter chez Calas à Nantes. Il y avait de tout. Et les revues telles que Modes et Travaux et le Petit Écho de la mode qui proposaient des patrons aussi. Pour le tissu, on pouvait le prendre sur le marché. Le choix était plus important qu'aujourd'hui. Ceci dit, on voyait apparaître de nouvelles matières. Les tissus synthétiques comme le nylon et le tergal par exemple. Ah, mais il n'était pas facile à travailler. Ça glissait, il fallait mettre une aiguille spéciale dans la machine.
Une fois sur le corps, ça collait et ça faisait de l'électricité statique. Oui, mais le grand avantage, c'est que cela ne se froissait pas. Et ça nous enlevait, ça nous supprimait la corvée du repassage. La mariée, tout de blanc vêtue, est magnifique, avec une robe en ottoman de style princesse et un voile de tulle sur la tête. Une belle tenue pour un jour unique. Mais il arrivait qu'on nous prête une robe. Une cousine qui s'était mariée plus tôt, par exemple, ce n'était pas évident d'avoir la robe de ses rêves. Moi, ma robe, je l'ai ensuite raccourcie et teintée pour la reporter le jour du mariage de mon frère. On a aussi des robes qui sont devenues La 4. des plus courtes pour les enfants. Des tuniques de grossesse, des voilages pour des landaux, des rideaux pour des chambres d'enfants, des garnitures de couffins, quand elles n'ont pas terminé dans des jeux d'enfants. Quant aux mariés, il traîne son complet bleu marine, assez classique pour l'époque. Et il est fort probable qu'il ne l'ait jamais remis, car les années passant, il ne pouvait plus se glisser dedans. Les lumières de la fête se sont éteintes. Le quotidien reprend sa place. Les enfants rejoignent leur classe surchargée. Il y avait beaucoup d'écoliers à cette époque. Je n'ai jamais eu moins de 38 élèves dans mes classes. Le père retourne au travail et la mère au foyer, à moins que son mari ait accepté qu'elle prenne un travail. Mais quand vous avez des enfants, pas facile de travailler en même temps, à moins de faire des travaux de couture le soir. Chaque jour, il y a à faire. Les courses d'abord, car sans frigo, la nourriture ne se conserve pas bien longtemps. Le premier appareil électroménager que nous avons acheté était un frigidaire. Il était blanc à l'extérieur et devinez l'intérieur, rose. Magnifique, j'en prenais bien soin. Mais il me permettait avant toute chose de ne pas faire les courses quotidiennement. Je ne l'ai eu que dans les années 60. Avant, on se débrouillait avec le garde-manger. Alors, il faut aller d'un commerce à un autre, au marché, et parfois jusqu'à Nantes. En campagne, le boulanger passait 2 fois par semaine pour livrer son pain. Il avait un système de coche qui était un crédit pour payer. Au bout d'un certain temps, on payait la totalité de notre consommation en espèces. Ou alors, quand on avait une ferme, on payait en lui donnant du blé pour faire sa farine. Je me souviens du camion épicerie de Franchetot. On y trouvait un peu de tout. Il passait de village en village et cornait quand il arrivait. Finalement, il a ouvert un spar à Boueuil qui est devenu le Super U. Il y avait aussi le marchand de poissons qui klaxonnait pour prévenir les gens du village. Et la vendeuse de sardines en vélo qui criait « à la fraîche » et elle emballait les sardines dans du papier de journal. La vie quotidienne est rythmée par la TSF, souvent installée dans la cuisine. La TSF était notre source principale d'information et d'ouverture sur le monde. Mais c'était le père qui était le maître de la radio. On avait le droit d'écouter, mais pas le droit d'y toucher. Et quand il l'éteignait, c'était fini. On écoutait des émissions comme La famille du raton sur Radio Luxembourg. C'était le soir, on finissait de manger et puis silence total dans la maison. Chez moi, on écoutait Raymond Souplex et Jeanne Sourza, qui faisaient l'émission humoristique Sur le banc. Oh, quelle rigolade! Ah, il y avait aussi le jeu des 100 000 francs, qui deviendra jeu des 1000 francs lors du passage au nouveau franc, animé par Roger Lanzac. Pas d'émission dédiée aux jeunes à cette époque à la radio. Alors, ils vont au cinéma. J'avais une amie dont le père travaillait dans le cinéma du village. Je pouvais y aller gratuitement. Alors, j'en ai profité. Cela nous arrivait d'y aller, mais ce n'était pas aussi souvent que les jeunes maintenant. Quand le cinéma est passé du noir et blanc au technicolor, ça a été épatant.
Même si c'était un navet, on courait pour voir les images en couleur. Moi, je n'avais pas beaucoup de sorties, car j'habitais dans une ferme éloignée de tout. Je n'avais pas non plus le droit d'aller au bal. 1958, alors que les actualités françaises présentent au cinéma le lancement du paquebot France et ses promesses de voyages lointains, chacun se souvient avec émotion de ses premières vacances au camping. Hop, tout le monde dans la voiture, tout le barda, dessus, dessous, dans toutes les interstices de la 2 chevaux, ou sinon de la traction un peu plus grande, et quand ça ne suffit pas, dans la remorque. Et zoup, tout le monde route vers la mer. La voiture souffrait dur. C'était un vrai chantier. On partait au moins pour 15 jours, vu l'expédition que cela était. Les campings étaient plus modestes que maintenant, mais on y était content d'y être. Mes enfants en ont encore de très bons souvenirs, comme celui du jour où j'ai fait des crêpes, car arrivé sous la pluie, il a fallu remonter le moral des troupes. Mon premier voyage avec mon mari, nous sommes partis en Bretagne en 1957. Nous avions une petite tente et un petit réchaud, pas grand-chose, mais nous étions heureux. Moi, j'étais institutrice pendant l'année et monitrice de camp l'été. Nous préparions avec soin le voyage. Il fallait trouver un lieu pas trop éloigné d'une gare SNCF, au calme, mais pas trop isolé non plus. Nous nous installions près des fermes pour pouvoir récupérer de la paille pour étaler sous les tapis de sol pour dormir. Un matin, les enfants ont été réveillés par des veaux qui commençaient à brouter la paille sous les tentes. Moi, je suis partie en vacances à la mer chez une tante avec ma cousine. Nous avons rejoint Saint-Brévin à vélo depuis Machecoul. On se sentait en sécurité à l'époque. Nous avions 17 ans. Le confort était rudimentaire, mais nous n'étions pas exigeants comme les jeunes de maintenant. Nous gardons de très très beaux souvenirs de cette époque. Prenons la route fleurie qui conduit vers le bonheur. Suivons-la toute la fille, main dans la main, cœur contre cœur. Avec vous, petite amie, le chemin sera trop court, car c'est vous que j'ai choisi pour me conduire au grand amour. Partons, ne perdons pas un seul instant. Partons, la joie de vivre nous attend. Je vais reprendre le micro, vous m'entendrez mieux. Marie-Jeanne et André. Oui, moi, Anne, mais je remercie avant tout toutes ces personnes qui ont participé à l'atelier Mes souvenirs des années 50. Alors, je vais citer les autres parce que tout ce qu'on vient vous lire, ce sont un rassemblement de tout ce qui nous a été dit pendant ces 3 journées où nous sommes rencontrés. Nous avons parlé ensemble, joué ensemble autour des années 50, écouté des chansons, des actualités, voilà, plein de choses. Et ça a été très chouette pour moi de recueillir toutes ces belles paroles sur les années 50, belles, après d'autres plus tristes, mais on a eu vraiment de belles choses. Voilà, c'était très chouette. Donc je remercie aussi Marie-Thérèse Alain. Alors certaines personnes sont ici parmi nous, pas toutes, mais des résidents des gens de la résidence Bel Air. Nous avions Marie-Thérèse Alain, vous pouvez applaudir tous ces gens. Suzanne Buot, Marianne Chailleux, Thérèse Chauvet, Alfred Chetano, Cécile Couteau, Guy Dossel, Victoria Dupont, Simone Gasneau, Marie-Jeanne Guérin donc, qui est ici, Odile Guilbaudot qui est ici, Eliane Hamon, Félix Hubineau, Judith Michel, Simone Legendre, Thérèse Legrand, Marie-Josée Lesgourgue, Isabelle Matra, Colette Michaud, Solange Morisson, Lucienne Pétrel-Pontoiseau, Micheline Pelletier, Yves Prat,
Madeleine Sana, Yves Terrien et David Prat. Merci à eux tous. Merci à Valérie, leur gouvernante qui est ici et qui nous a permis de mener ces ateliers vraiment dans une belle salle. C'est vraiment une belle maison que vous avez, donc c'était très agréable de venir chez vous. Et moi, je tiens à remercier aussi la ville de Boye qui m'a permis de faire cet atelier sur les années 50. Et merci beaucoup à vous. Qui conduit vers le bonheur.